Atteintes aux libertés, propagande sanitaire, grand déclassement, élite méprisante, mensonge, stop. TVL est devenu l'outil de la rébellion massive à cet embrigadement idéologique du peuple français mené prioritairement par les médias mainstream. En désobéissant aux ordres et aux interdits de la pensée unique, TVL a remporté en 2022 son pari de l'influence, mais aussi de l'audience. Cet esprit de dissidence face aux dérives du pouvoir et du système doit s'amplifier encore et encore, vite, très vite, pour atteindre cet objectif. Donnez-nous les moyens de faire connaître la télévision alternative, faire connaître TV Liberté à tous les Français, dans chaque province, région, ville ou village, partout. Aidez-nous à briser la chape de plomb, à faire partager au plus grand nombre le pluralisme des opinions, le débat, la confrontation des idées, la liberté d'expression, la liberté. Mettons toutes nos forces pour que tous les Français retrouvent l'espoir, l'audace, l'esprit de résistance avec TVL. Donnez à TVL pour assurer vos idées en 2023. TVL, la rébellion au quotidien. Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de TV Liberté dans Politique et Économie. Avant de vous présenter mon invité, je voudrais, chers téléspectateurs, rendre hommage à l'un de ces invités qui nous a quittés, c'est Philippe Simoneau. Philippe Simoneau était un homme d'une grande délicatesse personnelle et d'une culture époustouflante. J'avais pu apprécier, et vous autres téléspectateurs aussi, l'étendue et la variété de ses connaissances à l'occasion de nombreuses émissions dans Politique et Économie. Même si je ne partageais pas toujours toutes ses idées, un grand monsieur, une belle figure d'intellectuel, et qu'il repose en paix. Alors, je vais vous présenter maintenant notre invité. C'est, devinez, Pierre Jovanovic. Bonjour Olivier. Bonjour mon cher Pichon. Pierre. Bonjour monsieur Jovanovic. Vous allez bien? Je vais très bien. J'étais en train de lire ce numéro spécial. De Picsou. 75 ans, hein, c'est Picsou Magazine. Toutes ces Alors, exactement. Donc voilà, il est toujours présent. Hein, il compte toujours ses sous. Hein, alors, nous allons, en votre compagnie, et franchement, au mois de novembre, ce qu'on vient de voir là, ces dernières semaines, c'est vraiment Picsou Magazine, quoi. C'est vraiment bien. D'ailleurs, ça devrait être notre émission, Picsou Magazine. Ah oui, tiens, c'est bah oui. Voilà, donc si vous avez un petit cadeau à offrir à vos enfants, voilà, c'est en or, hein, précisons-le, c'est en or, oui, parce qu'il a fait fortune avec une petite pièce d'or, rappelons. Alors c'est quasiment un lingot maintenant. C'est un lingot. C'est un lingot. Alors, nos téléspectateurs auront deviné que nous allons parler d'or, car nous parlons d'or et d'argent aussi, bien sûr. Nous allons parler du Crédit Suisse. Nous allons parler de FTX, cette faillite retentissante d'une banque à Bitcoin, et notre ami Pierre Jovanovic, chers téléspectateurs, nous revient de Turquie avec un reportage sur ce pays très intéressant, et notamment le problème central que nous vivons aussi, mais qui n'est pas vécu de la même façon par les Turcs, à savoir l'inflation. Ah oui, une inflation à 100%. Donc je me suis dit, là, c'est vraiment un cas d'école. Il faut les voir. Voilà, il faut aller sur place. Et rien ne vaut un déplacement sur le terrain, c'est clair. Alors, nous allons revenir sur un autre terrain, celui des faillites qui se succèdent, et notamment la grande difficulté du Crédit Suisse. Alors ça, c'est énorme. C'est énorme. Alors, si les Suisses c'est même colossal. C'est colossal. C'est colossal, parce qu'on ne comprend plus. Parce que maintenant, si les Suisses sont en faillite, alors où allons-nous?
Alors, que s'est-il passé? Où allons-nous? Au lac de Genève. Si vous voyez un banquier suisse sauter par la fenêtre, sauter derrière lui, il y a de l'argent à gagner, disait Voltaire. Ben là, vous pouvez sauter derrière, il n'y a plus rien, vous allez vous noyer. Hein, voilà. Donc ça, c'était... nous, on avait fait notre revue de presse précédente, donc de septembre-octobre. Oui. Hein, je recommande à nos spectateurs de voir ou de revoir. Je disais justement que c'était un retour en 2008. Vous voyez, c'était annonciateur, puisque le Crédit Suisse a failli déclencher une nouvelle crise financière mondiale, et c'était au mois de novembre. Alors, je le donne surtout pour le montage, donc c'est du 3 au 7 octobre, pardon. Crédit Suisse au bord de l'explosion. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, depuis 2008, depuis l'explosion de Wall Street du 29 septembre 2008, strictement rien n'a été réglé, et surtout, tout a été aggravé par les banquiers centraux, qui servent les banquiers privés. Et pour confirmer mon analyse, et vous l'avez vu une fois, je veux dire, bon là pour le coup j'avais raison, voici que le cours de l'action du Crédit Suisse, donc c'est l'une des deux plus grandes banques helvètes, c'est quand même pas rien, le Crédit Suisse a 160 ans. Je veux dire, c'est quelque chose de colossal, quoi. C'est une entité, c'est comme l'UBS, hein, l'Union des banques suisses. L'Union des banques suisses. Voilà. Mais le Crédit Suisse, c'est vraiment quelque chose de... Et l'action, donc, s'est totalement effondrée. Voilà, donc c'était la panique. Alors, comment le cours de l'action d'une vénérable et historique banque suisse peut-elle passer de presque 90 francs suisses en 2005 à 3 francs suisses et 98 centimes? Donc de 90 à 4 euros, quoi, voilà, grosso modo. Donc en fin septembre 2022. Voilà, écoutez, ils ont effectivement acheté tout un tas de CDS, des produits dérivés en 2005, 2006, 2007, 2008, etc. Et ça leur a explosé à la cervelle. Il y a un très très bon livre là-dessus qui explique très bien. C'est Julian Tett, la rédactrice en chef de Financial Times, et qui s'appelle L'Or des fous. Que vous avez déjà cité. Je cite souvent parce que c'est l'un des... c'est quand même un livre marqueur, si vous voulez, de la crise de 2008. Hein, voilà. Alors, il y a... par exemple, il y a plusieurs journalistes qui ont écrit « Le CDS sur le Crédit Suisse est proche de dépasser les... » Alors, le CDS, c'est l'assurance en cas de défaillance. Voilà, le CDS, c'est une assurance c'est ça, c'est une grosse arnaque, mais c'est une assurance. Et un actif financier en même temps. Exactement. Alors, donc l'assurance sur le Crédit Suisse est proche de dépasser les niveaux qu'on lui avait connus lors de la grande crise financière de 2008. C'est marrant parce que maintenant, comme s'ils parlaient de la grande guerre de 14-18, quoi. Voilà. C'est dans le monde bancaire. C'est vraiment ça. Et James Melville, par exemple, lui, il a écrit « Deutsche Bank et Crédit Suisse plongent encore plus maintenant que lors de la crise financière de 2009. Tous les indicateurs des marchés nous montrent qu'on se dirige vers une crise financière majeure. » Voilà. Alors, non. Je veux dire, oui, on va vers une... Mais on est en plein dedans. On est en plein dedans. On voit les pans qui tombent. Je veux dire, Crédit Suisse, c'est un pan qui tombe. Voilà. C'est aussi simple que ça. Crédit Suisse, attendez, je veux dire, le monde entier... je veux dire, tous les riches, les dictateurs, etc., tous ceux qui cherchent à cacher leur fortune vont au Crédit Suisse, ou enfin dans les banques suisses, c'est hyper connu, ça a été mis dans tous les films. Voilà. Et que avec tous ces centaines de milliards, voire de trilliards, que Crédit Suisse soit au bord du dépôt de bilan, c'est quand même quelque chose d'absolument extraordinaire. Attendez, vous allez voir. Vous allez voir les développements, mais c'est dingue. Pourquoi se sont-ils trompés ? Mais en fait, depuis 2008... j'ai une explication. Ils ont pris leur Helvétie pour des lanternes. Alors là, celle-là, je ne l'avais pas vu venir. Celle-là, attendez, je vais me replonger dans Picsou Magazine parce que celle-là, je ne l'ai pas vue. Elle n'est pas de moi, elle est de Pierre Dac. D'accord. C'est Pierre Dac. Et ils se sont brûlés. Oui, alors tiens, je vous donne un exemple. Voilà, le Crédit Suisse a tant de soucis que la direction a décidé de vendre l'un de ses biens historiques, l'hôtel 5 étoiles, le Savoy, de Zurich, vieux de 150 ans au moins. Voilà. Notez que la Banque Suisse fait exactement la même chose que la BNP et la Société Générale qui avaient presque tout vendu voici 2 ans. Vous vous souvenez, on avait chroniqué nous-mêmes les ventes. Donc le Crédit Suisse est en train de tout jeter par-dessus bord, voilà, de tout vendre. Les bijoux de famille. Ouais. Ils vendent tous les bijoux de famille, dont le fameux... voilà, alors 400 millions de dollars qui vont enflouer les caisses. Non mais attendez, c'est du n'importe quoi. Et alors, ils sont en train de vendre tout leur portefeuille de dérivés,
Oui, produits dérivés. Oui. Et alors, devinez à qui ils le vendent? Apollo Management, à la CIA. Ah oui. Ah oui. À la CIA. Je rappelle que Apollo Management, c'était à la base, c'était un tout petit hedge fund qui est devenu aujourd'hui, je crois, le 4e ou le 5e mondial, venez. Et c'est lui qui gère les retraites des cotisations des espions de la CIA. C'est énorme. Ah oui. C'est devenu un État dans l'État aux États-Unis, quand même. Des personnels de la CIA. Du personnel de la CIA, voilà. Des espions, on peut dire ça comme ça. Ouais. Mais alors, on ne peut pas dire que la DGSE est un hedge fund à elle, auquel cotisent les agents de la DGSE doivent cotiser la sécurité sociale banalement, pas chez Apollo Management. Alors, le Crédit Suisse est en train de nettoyer son bilan, de vendre les bijoux de famille, mais est-ce qu'il va s'en tirer? C'est ça la question. Alors, est-ce qu'il va s'en tirer? Alors, écoutez, franchement, je vais vous dire, regardez, ça date du 3 au 7 octobre. Le Lehman Brothers a été évité donc le jeudi, donc dans la semaine fin septembre, par la planche à billets. C'est-à-dire que entre tous les problèmes, entre la Montepaschi, qui a des graves problèmes de liquidité, la Montepaschi de Sienne, entre le Crédit Suisse. Et d'un seul, si vous voulez, Goldman Sachs, donc il y a eu un petit coup d'État en Angleterre pour faire tomber le gouvernement précédent, pour faire élire Rishi Sunak, qui est un ex-Goldman Sachs, faut le préciser quand même, hein, c'est important. Et voilà, et donc toutes les retraites aujourd'hui sont littéralement squeezées. C'est comme des citrons là qui sont en train de squeezer, et ils sont en train de voler littéralement les pensions. Je ne sais pas si d'ici 3 ans, 4 ans, ils pourront payer les pensions telles qu'on les voit. Voilà, vous retrouverez cet article, par exemple, ça date du 3 au 7 octobre. Voilà. La réponse du gouvernement anglais a été simple, lancer la planche à billets, 60 milliards en juste 2 secondes. En 2 secondes. Ils ont appuyé sur un bouton, ils ont fait 60 milliards de fausses monnaies. Bon. Et qu'ils ont redistribué pour racheter les actions Exxon. Voilà. Pour éviter, si vous voulez, que la City tombe, que Wall Street tombe et que ça pour qu'il y ait un enchaînement. Mais attendez, ce n'est pas tout. Non, ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Parce qu'il y a eu quelque chose d'encore plus dingue. Le Crédit Suisse est dans un tel état de catastrophe, j'allais dire internationale, c'est l'Ukraine bancaire. Hein. Non mais sérieux, que Crédit Suisse a été obligé de demander à ses 20 plus grands concurrents de venir à sa rescousse. Je ne sais pas, mais attendez, ça, même en 2008, on ne l'a pas vu. Même en 2008, au pire de la crise financière mondiale, personne, le banquier, par exemple, Lehman avait demandé à Bank of America, éventuellement, voilà, il y avait des petites fusions, par exemple, Bear Stearns a été racheté par JP Morgan, voilà. Mais là, Crédit Suisse fait appel aux 20 plus grandes banques mondiales. Goldman Sachs, Citigroup. Voilà, vous avez la liste? Bank of America, Wells Fargo, tiens, Wells Fargo. JP Morgan, HSBC, Barclays Bank, Banco Santander, ABN AMRO, ING, BNP, Natixis, Crédit Agricole, Sumitomo, Mediobanca, Intesa Sanpaolo, Unicredit, BMO, BVA, Scotia Bank. Voilà. Liste diffusée par Bloomberg. Non, voilà, je veux dire, on invente... Non, mais attention, je veux dire, moi je suis abonné à Bloomberg, donc j'ai un compte Bloomberg. Mais ce qui est important de voir, si vous voulez, c'est que c'est quand même énorme. C'est une première. Voilà. C'est une première. Ça veut dire que la crise de 2022-23 est encore pire que celle de... Parce qu'en 2008, le Crédit Suisse, qui était la même enseigne que les autres, ils n'ont pas fait appel à ces 20 concurrents. Je ne sais pas, c'est complètement fou comme un... Et alors, petite astuce, vous citez le nom du directeur du Crédit Suisse. Oui, il s'appelle Lehman. Il s'appelle Lehman. C'est le moment Lehman. Il avait un petit frère, non? Ouais, non, mais c'est incroyable, quoi. Je veux dire, il y a des petits signes comme ça c'est quand même assez extraordinaire. Avec FTX, le banquier s'appelle Bankman Fried. Oui, il s'appelle le banquier grillé. Non, mais attendez, ça vaut pas Chypre, ça vaut pas le gouverneur de la Banque centrale de Chypre. Qui s'appelait comment? Juste avant que la Chypre soit condamnée par Francfort, etc., et qu'il y ait un blocus financier sur Chypre, le gouverneur de la Banque centrale s'appelait Monsieur Panikos.
Bah oui. Ça ne s'invente pas. Non, ça ne s'invente pas. Non, mais c'est vraiment étonnant. Alors, il s'appelle Lehman, ce brave homme. Exactement. Mais, donc, comme son frère. Ouais, voilà, il dit tout va bien, tout va bien. Alors quand vous avez un directeur de banque, un PDG de banque qui vient vous dire que tout va bien, moi ça me rappelle Jean-Marie Messier, c'est Jean-Marie Messier, oui, absolument. Vivendi. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, c'était il y a 20 ans. Le Vivendi va plus que bien. Oui. Alors il posait dans Paris Match, c'était une double page avec une chaussette trouée. Il a même troué sa chaussette. Non, mais je ne sais pas si vous voyez le tableau, quoi. Voilà, donc c'est Crédit Suisse, l'humiliation totale, obligé d'appeler tous ses concurrents pour qu'ils mettent quelques centaines de millions chacun, et cela pour que le système financier mondial ne connaisse pas un nouveau Lehman Brothers. Alors, je parle... C'est vraiment vital que vous compreniez ça, parce que tout le monde parle de NTX en ce moment, mais c'est pas NTX l'affaire. La véritable affaire, c'est le Crédit Suisse. Oui. Ah, on va parler de NTX tout à l'heure. Mais est-ce qu'il n'y a pas de l'argent qui viendrait d'Arabie Saoudite ou du Qatar aussi? Non, mais ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Les Saoudiens sont déjà actionnaires. Ah oui, d'accord. Les Qataris sont déjà actionnaires. Les Qataris ont sauvé. Ouais. Moi, je rappelle que ce sont les Saoudiens, les Qataris, l'Union des Arabes Unis, enfin, je ne sais plus comment ça s'appelle, l'Émirat, l'Union des Émirats Arabes Unis. Voilà, ils sont unis. Bon. Voilà, ils ont quand même sauvé, on va dire, le système bancaire avec, écoutez bien, tous les trafiquants de drogue en Colombie, au Mexique et en Asie. Voilà. C'est tout l'argent, si vous voulez, qui a été blanchi, notamment HSBC, parce que je rappelle que HSBC, qui n'a jamais perdu d'argent de toute son histoire, en 2008 avait annoncé, je ne sais plus, je crois que c'était 10 milliards de pertes. Voilà. Et donc du coup, la HSBC, ils ont remis les couverts, ils ont commencé à faire un peu de trafic de drogue, d'opium, non, j'exagère, mais enfin, du blanchiment, voilà. Ils ont blanchi quelques petites piécettes. Oui. On va dire ça comme ça. Je reviens au Crédit Suisse. Il n'y a pas un bank run? Les gens ne se ruent pas sur leur compte? Mais si, mais justement. Alors, vous faites bien d'en parler, parce que là, vous touchez à la presse. Là, vous touchez au mensonge. Et il faudrait trouver un mot, un adjectif même plus fort d'ailleurs. Le mensonge de la presse suisse, c'est-à-dire la Tribune de Genève, par exemple, la Tribune de Genève, voilà. Le Temps suisse, le Temps suisse, c'est. Ils sont un peu lents à la détente, les Suisses, ça doit être ça. Vous savez, parce qu'il y avait un bank run à Zurich, Lausanne, Genève, rien dans la presse suisse. Rien. Non mais c'est incroyable, ça se passe sur leur terrain, ça se passe sous leurs yeux. Il y a tous les jets des milliardaires qui arrivent, qui veulent retirer leur argent. Il y a une accumulation de jets, etc. Et les mecs, non, il y a rien. Oui, mais qui possède cette presse? Écoutez, moi je connais pas trop enfin bon, on voit la connivence entre banques. Avec la France. Voilà, par analogie avec la France, on voit bien que ce sont les banquiers qui, les milliardaires qui tiennent pour le compte. Voilà. Je rappelle que par exemple Crédit Mutuel possède le 60%, grosso à vue de nez, de la presse régionale, de la PQR, ce qu'on appelle la presse quotidienne régionale, en France. Oui, voilà. Donc le patron du Crédit Mutuel décide, quand il y a des candidats aux législatives, il dit tiens, tu vas me faire une page sur mon candidat, et l'autre, tu lui fais un quart de page, tu lui fais 2 lignes. Et chez Bernard Arnault, comme Legendre possède aussi des titres et que Bernard Arnault en possède d'autres, les repas familiaux sont des conférences de rédaction. Oui, voilà, c'est ça. Mais là, alors, en plus, il y a eu un truc complètement fou, c'est-à-dire que le Crédit Suisse a accumulé, là, pour le coup, ils n'ont pas eu de bol. C'est-à-dire que le gouvernement suisse a fait j'allais dire la pute, pardon, je n'ai pas fait exprès, pour les Américains. C'est-à-dire qu'ils ont bloqué les avoirs des Russes. Or, le principe d'une banque suisse, c'est le secret bancaire. Mais bien sûr. Et donc, ces bandes d'abrutis de banquiers suisses ont effectivement obéi aux Américains. Ça leur a pas suffi de se faire niquer la tête avec le secret bancaire. Manifestement, ils en redemandent. Ils aiment bien se faire fouetter, les Suisses, les banquiers suisses. Il y a un très bon livre d'ailleurs, un très très bon livre d'un ancien journaliste de Paris Match, justement, qui s'appelle Out. Qui est sorti dans les années 80, je crois, et qui raconte effectivement que les banquiers, certains banquiers suisses aimaient bien se faire fouetter. Pourquoi je parle de ça, en fait? Mais au sens propre ou au sens figuré? Non, là, c'était au sens figuré. Oui, mais là, c'était au sens figuré. Là, c'était au sens figuré. Voilà. Et donc, ça. Et les Russes, donc, paniqués, se disent, mais si je prends par exemple des trafiquants de drogue au Mexique.
ou un dictateur africain. Il dit, là, si les banques suisses commencent à obéir aux Américains, je ne vais jamais retrouver mon argent. Donc, je vais en Suisse, je veux que tout soit mis dans une mallette, mes lingots d'or, mes dollars, mes euros, etc. Je ramène tout dans une autre banque, au Liechtenstein ou Dieu seul sait où. Voilà. Et donc là, il y a eu une convergence véritable sur le Crédit Suisse. Et du coup, il y a eu un bank run. Alors, c'est pas le bank run de Northern Bank en 2008 à Londres, hein. Mais là, c'était les milliardaires qui faisaient la queue pour retirer leur argent. Mais je ne sais pas si vous réalisez, les Suisses ils ont tout perdu. Voilà, ils ont tout perdu. Ils ont cédé aux Américains, ils ont tout perdu. Et d'ailleurs, tant et si bien, écoutez, la Banque nationale suisse a perdu 143 milliards. C'est énorme, de francs suisses. Nous, de dollars, oui. Oui, c'est pareil. Grosso modo, c'est pareil. Ils ont perdu avec tous leurs placements sur les marchés américains. Voilà, donc je peux vous dire qu'un nouveau Lehman a été évité parce que Crédit Suisse, effectivement, a fait appel à tous ces... imaginez par exemple Renault. On va le faire là, voilà. Imaginez par exemple Renault qui tout d'un coup est en faillite. Et Renault va appeler le PDG de Volkswagen, le PDG de Chrysler, le PDG d'Austin, de Rolls-Royce, de Toyota, Honda, etc. pour ces 20 plus grands concurrents de venir le sauver. Ça n'a pas de sens. Et c'est une humiliation effroyable. C'est une humiliation totale pour le Crédit Suisse, effectivement. Alors, je dis aux dirigeants du Crédit Suisse, mes chers amis Helvet, vous avez en votre sein Blight Masters, parce qu'elle est également au Crédit Suisse. Oui, elle est au Crédit Suisse. Donc, vous voulez nommer un PDG ou une PDGR, je ne sais pas si ça se dit ça, une présidente directrice générale. Non, dites une PDGR. Oui, c'est pas très joli. Voilà, vous voulez nommer quelqu'un qui va s'occuper vraiment, qui va remettre votre banque à flot, mettez Blight Masters à la tête de votre banque, parce que jusqu'à présent, tous les clowns là que vous avez eus depuis 2008, ils n'ont pas pu rétablir la situation. Ça n'a été que des licenciements les uns après les autres. Voilà. Donc attention, parce que là, même la santé financière du pays en dépend. Les Suisses ne réalisent pas ça. C'est ça que... Oui. Alors, est-ce que l'activité bancaire suisse représente... Non mais attends, on m'avait dit que j'étais complotiste à cause de ça, parce que j'accusais le Crédit Suisse d'être en faillite. Ça, c'était au mois d'août, fin août. Fin août. Je disais, attends, le Crédit Suisse, là, il y a un problème, l'action est en train de s'effondrer. Une banque ne peut pas tromper ses propres traders. C'est une loi. Voilà. Vous pouvez raconter toutes les conneries que vous voulez au public, à la presse économique, etc. Mais à vos traders, à l'intérieur de la banque, ça marche pas. C'est impossible. Donc, voilà. Crédit Suisse est mouru. Voilà. Donc, ils ont éventuellement... 98 centimes. Oui, c'est ça, ouais. De 90 euros à... Non, mais 3 francs 98 centimes. Non, mais c'est terrible pour le Crédit Suisse, parce que c'était un établissement quand même historique. C'était vraiment... Et la Montepaschi di Siena, c'était la plus ancienne banque. La plus ancienne banque du monde. Excusez du peu. Excusez du peu, on en a souvent parlé tous les deux. Bien sûr. Vous voyez mon reportage sur l'assassinat de David Rossi au sein de la banque. Ça, c'est du reportage. Il est tombé dans la rue avant sa montre. Oui, non, il est tombé de la fenêtre. Il a été jeté il a fait un bond par la fenêtre avant sa montre. Sa montre a attendu 5 minutes avant de rejoindre le temps. Voilà. Alors, tiens, puisque vous parlez de la Montepaschi, regardez bien. Ça vous montre qu'il y a une crise bancaire, qu'il y a un incendie nucléaire, littéralement. Parce que là, c'est l'équivalent, si vous voulez, d'un banquier suisse qui fait de la manche au feu rouge. Vous savez, comme les Roumains, là. Voilà. Je suis SDF, machin, donnez-moi. Voilà. Eh bien, regardez bien. Je vous donne 2 infos. Alors, c'était le 2 octobre, tiens. C'est la fête de l'ange gardien, voilà. Donc bonne fête à vos anges gardiens, même si on est un peu en retard. Mais c'est la date qui compte. Et c'est celle qui a été choisie par AXA, le géant français de l'assurance, pour annoncer en toute discrétion et à pas de loup. Donc là, on voit, vous savez, les dessins animés de Tex Avery, vous savez, le loup qui avance là. Ou le chat, vous savez, le Tom et Jerry, c'est à pas de loup, qu'il a accepté d'investir entre 100 et 150 millions d'euros d'actions de la banque Montepaschi de Sienne.
Alors il y a un ange qui passe, et son nom s'appelle David Rossi, justement. Voilà. Pourtant, si on regarde bien, 100 millions, ce sont bien peu de choses par rapport aux centaines de milliards mis dans la Monte Paschi de Sienne depuis 2008, aussi bien par la BCE que par les Italiens. La Monte Paschi est toujours en faillite et c'est un incendie, c'est l'Etna au sein de l'Europe. Alors, je vous donne une autre preuve. Regardez ça. Alors ça date de quand ? Donc ça, c'était le 3 octobre. Ça, c'était le 17 octobre. Vous voyez, une semaine plus tard. 15 jours plus tard, pardon. La banque Monte Paschi de Sienne est tellement en faillite qu'elle a appelé les autres banques à son secours. Voilà. Mais... Les autres banques. À nouveau, ça, je ne l'avais pas vu en 2008, en 2009, en 2010. Non, jamais. Je n'ai pas vu une banque appeler toutes les autres banques au secours. Ouais. Donc ça veut dire que la situation, vraiment, s'aggrave. C'est très net. Imaginez qu'elle a ainsi récupéré 20 millions de la part de fondations privées appartenant à des banques italiennes. 20 millions. Oui, c'est rien. Par rapport au... C'est rien. Déjà, AXA, ils ont filé 100. 100, là, c'est 20. Donc déjà, là, on baisse de niveau. Mais alors, écoutez la suite. Alors, la source, donc, la Monte Paschi va obtenir une combinaison de 20 millions d'euros de la Fondazione Cassa di Risparmio di Florence. Alors, c'est une autre banque, hein. Et de la fondation de la Monte Paschi de Sienne. En clair, écoutez bien. Ça, c'est génial. Oui. Non, mais ça, c'est extraordinaire. La fondation de la Monte Paschi pour les pauvres, qui avait récupéré des millions de la banque du même nom, donc Monte Paschi, a décidé de rendre l'argent à la Monte Paschi. C'est effrayant. Attends, tu vois, je vais filer 20 millions pour les pauvres, pour les œuvres de charité. Et les mecs, un an plus tard, bon, les 20 millions, vous me les ramenez parce que j'en ai besoin, on est dans la... Surtout que, sauf erreur de ma part, la Monte Paschi, à son origine, était un monde piété. Oui, c'est un monde piété, oui. Non, mais c'est ça. J'allais y venir, mais vous avez le mot de résumé, c'est le bon résumé. C'est ça qui est dingue. C'est que le mec, mais c'est complètement fou. C'est comme si vous filiez 100 euros à un mendiant et en fait, vous revenez le braquer un an plus tard, au moins les 100 euros. Voilà, alors, non mais excusez-moi, c'est drôle, mais en même temps, si vous voulez, c'est tragique. Ouais. Mais c'est totalement tragique parce que c'est symbolique d'une situation tellement folle, jamais je n'aurais pu imaginer la Monte Paschi de Sienne aller récupérer les 20 millions qu'elle a mis pour les pauvres ou pour les miséreux, enfin et les récupérer pour finir le fin de mois. Non mais vous vous rendez compte ? Et puis alors c'est ça la situation. Et ça, personne n'en parle. On est les seuls à en parler. Voilà. Tout le monde parle de FTX, mais FTX, c'est le vrai sujet, c'est ça. C'est Monte Paschi, le volcan, et on sent que ça remue là. Parce que les mecs, ils sont en train de gratter 20 millions. Alors, ils sont à 20 millions près. Alors la lave est en train de monter. Est-ce que ça va déborder ? Oui. Écoutez, moi je pense que ça a débordé. De toute façon, l'affaire FTX, si vous voulez, ça vient en partie, si vous voulez, notamment, si vous voulez, d'un raccord qui n'a pas été fait, notamment, d'après mes infos, d'un raccord qui n'a pas été fait, je pense, justement, alors je ne sais pas si c'est l'UBS ou le Crédit Suisse. Je pense que c'est le Crédit Suisse. Alors, nous allons faire une pause et nous allons parler maintenant de cette affaire FTX, dont vous avez déjà parlé un petit peu, Pierre. Par le raccord qui a manqué à FTX. Oui, alors je dis juste, puisqu'on parlait, on finit sur Crédit Suisse, là vraiment je dis, il n'y a qu'une seule façon de sauver Crédit Suisse, c'est effectivement de mettre Blight Masters à la tête. Parce que elle sait de quoi il s'agit. Hein, voilà. Non mais non mais attends, elle a été à grande école, JP Morgan, oui, mais elle va faire des CDS de nouveau. Mais peu importe. Vous savez ce qu'avait fait, c'était Franklin Roosevelt qui a dit je vais mettre un renard pour surveiller les voleurs. Hein. Oui. Donc un renard pour surveiller le Wall Street. Oui. C'est-à-dire qu'il a mis un grand voleur, un rubber baron, comme on dit, rubber baron, hein, pour surveiller les autres rubber barons. Oui. Hein, et ça a été sanglant d'ailleurs parce qu'il a mis le père Kennedy.
Oui, le père Kennedy, oui, absolument. Voilà. Donc, était un grand renard, très grand renard. Crédit Suisse, arrêtez vos conneries, hein, c'est bon, ça suffit. Vos histoires d'espionnage, d'escroquerie, de vol des clients, etc. C'est bon, là, depuis 2008, là, vous avez accumulé. Crédit Suisse, sinon vous êtes mouru. Voilà, mouru. Terme cher à Pierre Jovanovic. Philippe Cavrivière me l'a repris. Hein, oui. Mais il fait mouru, pas mouru sur son émission. Mais le monde de la finance appelle assez cette appellation de mouru. Oui, mais là, Crédit Suisse, voilà. Donc, il vous reste une chance, c'est Brad Masters. Nommez-la PDG de Crédit Suisse. Là, je peux vous dire que tout le monde va rappliquer. C'est clair. Ou alors, vous prenez comme conseil Pierre Jovanovic. Oui, non, mais moi, le conseil, je viens de le donner. Hein. C'est simple, clair et net. Hein. Alors, Pierre, nous allons faire une pause et passer à FTX. Alors, chers téléspectateurs, en compagnie de Pierre Jovanovic, nous allons maintenant parler d'une immense faillite politico-financière qui a ruiné 5 millions de personnes, au bas mot, et, dites-vous, mon cher Pierre, avec un parfum ukrainien. Oui, un côté Picsou aussi. Oui. Et un côté lessiveuse aussi. À côté lessiveuse, il y a tout. Là, franchement, c'est extraordinaire. Je crois que même dans un scénario de science-fiction, je crois que même Karl Barks, l'inventeur, le dessinateur de Picsou, n'aurait pas pu inventer une histoire pareille. C'est pour ça qu'on dédie à Karl Marx. Pourquoi pas Karl Barks, c'est le premier auteur de... oui, bon, enfin bon, finalement, ils parlent d'économie tous les deux. Hein, donc, absolument, oui. Hein, c'est étonnant, d'ailleurs, c'est étonnant. Puis la concentration du capital chez Marx... Olivier, moi, je rappelle à tous nos spectateurs et spectatrices, surtout que le premier banquier que vous ayez jamais connu, c'est quand vous aviez 4 ans, 5 ans, c'est Picsou. C'est l'oncle Picsou. Bah oui. Bien sûr. Bien sûr. Et qu'on le veuille ou non, si vous voulez, l'oncle Picsou nous donne l'image du banquier. Avec sa pièce d'or et le fait de nager dans sa piscine en or, etc. C'est drôle. Non, mais c'est l'image qu'on garde. Hein. C'est très important. Alors là, nous y sommes. Nous sommes aux Bahamas. Nous sommes en train de nager aux Bahamas. Dans des 8 milliards. Le vol. Alors, attendez, on va présenter les... Alors, allez-y, présentez les... Un monsieur qui s'appelle Bankman-Fried. Sam Bankman, pardon. Bankman-Fried. Alors, le banquier grillé. C'est quand même extraordinaire. Le banquier grillé, qu'on voit en short et en basket pourri à côté de monsieur Davos. Ah non, mais il est reçu à Davos, il est reçu partout. Et récemment, attendez, le 30 novembre, c'est-à-dire là, dans quelques jours, le New York Times avait organisé donc un grand symposium. Alors écoutez, je vous donne les invités. Alors écoutez bien. On écoute. Alors, monsieur Bankman-Fried, FTX, d'accord. Ensuite, il y avait le patron de TikTok, Larry Fink, PDG de BlackRock. Meredith Levien, la patronne du New York Times. Le patron de CNN, enfin l'un des journalistes de CNN. Ensuite, il y a une autre banquière, il y a un groupe de rock, il y a Mark Zuckerberg, donc le patron de Facebook. Le président de l'Ukraine, Vladimir Zelensky himself, lui-même en personne. Et Mamie Yellen, Janet Yellen, ancienne gouverneure de la Fed, c'est quand même pas rien. Ensuite, il y avait le nouveau patron de Amazon, donc c'est pas Jeff, Bezos, c'est Andy Jassy, voilà, et Eric Adams, le maire de New York. Voilà, vous retrouverez ça. Alors, ça date là, c'est les dernières infos, c'est le 21 novembre. Allez sur quotidien.com, vous allez retrouver tout ça. Voilà. Et alors, précisons que M. Sam Bankman-Fried, ses parents sont des acteurs majeurs du Parti démocrate. Voilà. Ils sont tous les deux profs. Le père est toujours professeur à Stanford. C'est toute la jet set de Stanford. MIT, le gratin. Voilà, le Ivy League, comme on dit aux États-Unis. Ouais. Et comment dire, FTX, pardon, c'est un peu comme Mt. Gox. C'est une banque de crypto, etc. Voilà. Enfin, une banque de crypto. Oui, il y a beaucoup de Bitcoin, des Ethereum. Et puis, voilà. On présentait, si vous voulez, le Sam Bankman comme l'homme... la finance.
Ah, mais l'avenir de l'humanité. C'était l'avenir de l'humanité. Davos, il était présenté comme l'avenir de l'humanité. Il était à côté de Bill Clinton. On va voir la photo. En culotte. Oh, putain, le mec, il est en culotte courte, tu vois. Non, mais, enfin, ils ont joué. Alors, ils sont tous véganes, ils sont tous de gauche. Ils sont tous woke. Il expliquait aux gens, moi, je veux gagner beaucoup d'argent pour le distribuer aux pauvres. Ah, tu parles. Alors, au lieu de distribuer aux pauvres, en fait, bon, il a donné quelques piécettes, comme ça, il a jeté quelques cuisses de poulet, mais lui-même a acheté pour grosso modo 200 millions de dollars d'immobilier aux Bahamas pour lui, et ils en ont racheté 300 millions autres pour les parents. Vous voyez ? Donc, il y a un détournement. Bref, je vous fais court. 5 millions de personnes se sont fait indisniquer la tête. Oui, indisniquer. Oui. Indisniquer. Ils ont tout perdu. Alors, vous avez, je pense, en France, il doit y avoir à peu près 150 000 personnes. Quand même. Ah oui. Ah oui, non, c'était vraiment le truc. Attendez, ils sponsorisaient l'écurie de Formule 1 de Mercedes. Mercedes, absolument. Attends, aux États-Unis, c'était quelque chose d'énorme. En Europe, un peu moins. Mais tous ceux qui sont dans la crypto, ils connaissaient le nom. FTX, oui. Bien sûr. Ouais. En plus, il avait il avait le bagou, vous voyez, cette espèce de bagou en culotte courte. Vous savez, le fromage des gastronomes en culotte courte. Vous voyez, là, c'est le financier des jeunes pousses qui vont devenir les licornes et je ne sais quelle autre connerie. Attendez, ils sont tous tombés dans le panneau. Tous. 5 millions de personnes sont tombées dans le panneau. Non. Ça, c'est les clients. Ça, il y a deux choses. Oui. Mais il y a les investisseurs. Ah oui, bien sûr. Oui. Et dans les investisseurs, il y a BlackRock, il y a Sequoia Capital, il y a SoftBank. Alors, il y a la banque japonaise d'investissement, etc. Enfin bon, bref. Et surtout, Zelensky. Voilà. Parce que FTX était le blanchisseur officiel, on va dire ça comme ça. Des crédits aux oui, rappelez-vous, au début mars de cette année, Zelensky, enfin tout le monde dans le monde entier fait des dons à l'Ukraine pour soutenir l'Ukraine vis-à-vis de la Russie. Ok, donc tout le monde a donné de l'argent et surtout, alors tous ceux qui avaient des cryptos, ils ont filé un petit peu, machin, etc. Et qui blanchissait ça? Chez qui ça arrivait? FTX, bien sûr, grâce à ses parents qui sont du Parti démocrate. Voilà. Et pendant ce temps-là, c'était un blanchiment. Là, par exemple, il a juste pour les midterms, il a donné 6 millions, il a distribué 6 millions, 20 millions avant pour Joe Biden, pour la campagne présidentielle. Il a distribué des sommes absolument colossales. En fait, il a racheté la presse, il a financé le New York Times. Et juste pour vous donner une idée, le ticket d'entrée, de ce 2500 $. Oui. De tête, je vous dis. Ou 2004. Mais je ne sais pas si vous avez 2500 $ le ticket d'entrée. Oui. C'est plus cher que pour la Coupe du Monde. Et alors écoutez bien, le New York Times s'est tellement emmerdé avec ça. Et le Parti démocrate qu'ils essayent... Attends, le type n'est même pas en prison. Ah bah, il a été en garde à vue, oui, mais comme il a filé des dizaines et des dizaines de millions au Parti démocrate, il est sorti. Ah d'accord. Il est sorti, il n'est pas du tout, il est toujours en liberté. Je ne sais pas si vous imaginez. Il y a pas un juge alors qu'il il a escroqué quand même 5 millions de personnes. C'est un Madoff, c'est une affaire Enron. Alors la comparaison avec Enron c'est pas moi qui l'a fait, c'est même Summers lui-même, l'ancien ministre des Finances américain, et le patron de Harvard, des finances de Harvard. Vous vous rendez compte? Mais parce que c'est l'affaire Enron, mais... c'est Madoff, c'est Ponzi. C'est Madoff, c'est Enron. Mais alors, écoutez bien. Ce qui est génial, c'est que là, on retrouve en fait un dénominateur commun, ce qu'on a vu tout à l'heure avec le Crédit Suisse, c'est-à-dire le silence des agneaux. Le silence, le temps, la tribune de Genève, etc. Je ne sais pas s'il y a une tribune de Lausanne ou peu importe. Mais le New York Times a fait un grand papier sur la faillite de monsieur FTX, de culotte courte, Fry. Et alors, donc il y a on a été plusieurs, mais on a été quasiment des millions de personnes à insulter le New York Times. C'est du jamais vu. Vous savez pourquoi ? Parce que dans cet article, pas une seule fois, le terme fraude n'est sorti. Il faut le faire quand même. C'est incroyable. Alors, le terme fraude, 0. Enron, 0 fois. Crime, non. Crime et châtiment, non. Crime, 0. Illiquide, 0. Vol, 0. Volé au pluriel, 0. Criminel, 0.
backdoor 0, c'est un piratage ou voilà. He's getting sleep, il a besoin de sommeil. Ça a été dit une fois. Une fois. Écoutez, moi les bras m'en sont tombés. Je suis abonné à quand même énormément de journaux pour tenir cette revue de presse. Et je vous assure, mes chers spectateurs, mettez un pouce bleu là, tiens. Voilà, et abonnez-vous à mon LinkedIn pour m'envoyer des infos. Voilà, c'est comme ça que je veux faire remonter. Et à mon Twitter. Il y a quand même Bloomberg qui a été prudent. Il ne s'est pas lancé. Bloomberg a été un des rares. Bloomberg, parce qu'ils l'ont interviewé cet été. Ils l'ont interviewé cet été. Et il était tellement défoncé. Sam Bankman, là. Parce qu'ils sont défoncés aux amphés. Ils sont tous défoncés aux amphétamines. Donc depuis 2 ans, ces mecs-là sont défoncés aux amphés. Ils passent leur temps à jouer à la Xbox. Et ensuite à gérer éventuellement les comptes crypto. Et finalement, on n'est pas tellement surpris que ce soit assez à voler dans les airs. Moi, il faut voir la vidéo de sa copine qui était directrice financière. Mademoiselle Fry. La fille, elle dort avec sa peluche encore. Elle est directrice du risque. Oui, alors dites-le jusqu'au bout, Pierre. Elle est directrice du risque chez FTX. Tu peux pas l'inventer un truc pareil. Mais j'ai vu la vidéo sur Twitter, mais j'en ai pleuré. Mais j'en ai pleuré. Mais ils sont complètement fous. Des enfants. C'est des enfants immatures. Des mondes gâtés. Non, mais attends, c'est des enfants de riches. Attention. C'est des enfants de riches qui ont des comportements d'enfants de riches, justement. C'est-à-dire qu'ils sont nés avec la Mercedes dans le berceau, quoi. Ou la Maserati. Grosso modo, c'est ça. Donc, ils n'ont aucune notion, si vous voulez, de ce qui est pauvreté, richesse, etc. Ils ont distribué des millions pour tout et n'importe quoi. Et surtout pour tous les trucs du Parti démocrate. Et surtout les trucs woke, Black Lives Matter, machin, bidule, enfin, tous les trucs de la gauche, ils les ont financés. Voilà. Non mais c'est incroyable. Alors, tiens, je prends une... Alors, le plus drôle... Oui, voilà. Le petit génie à sa maman a donné soi-disant presque 40 millions de dollars de sa poche au Parti démocrate. Mais ça ressemble surtout à un joli circuit de blanchisserie. Les fonds sont recueillis pour l'Ukraine, la bonne cause universelle, verser une larme. Mais les comptes perso et entreprises mélangés, et hop, 40 millions qui sortent du porte-monnaie du jeune homme plein de promesses que Klaus Schwab, Bill Clinton, Tony Blair nous avaient vendu pratiquement comme étant l'avenir de l'humanité. Non mais attends, c'est merveilleux. Et d'ailleurs, il y avait une déclaration. Au-dessus, c'est le soleil. L'avenir. Et il avait dit l'avenir est peint en rose. Oui, c'est ça. Il y a une couche. Voilà. Alors, je rappelle que c'est Zelensky lui-même qui a favorisé les dons pour l'Ukraine en choisissant FTX. Tu parles qu'en ce moment, il a autre chose à faire que de choisir FTX. Donc, c'est au Parti démocrate, les Américains, Biden lui a dit tiens, tu prends FTX. Donc, il a signé. Donc, Zelensky a signé. Un accord gouvernemental entre FTX et le gouvernement de Kiev début mars 2022, soit 15 jours juste après le début des hostilités. Attends, ils ont fait vite quand même, les mecs. C'était effrayant. Ils étaient prêts. Ils étaient sur les starting blocks. Attendez. Là aussi, au moins 500 millions de dollars ont été recueillis par FTX et reversés à la Banque centrale ukrainienne. Voilà. Et ça se trouve, Sam Bankman-Fried a également grillé. Il les a niqués, il a volé les Ukrainiens. C'est hautement probable. Oui, c'est certainement probable. Parce que sur le trou de 9 milliards, au début, aujourd'hui, il n'y a que 1 milliard à peu près de liquidité. Et encore, quand je parle de liquidité... Non, vous dites 0,8. Alors, on va dire, on arrondit. Parce que 0,8 de liquidité. Et alors la meilleure, le liquidateur, enfin, comment on appelle ça déjà, le commissaire... le redressement judiciaire, vous savez. Je vois pas le... Enfin bon, peu importe. Enfin, on a compris. Donc il est nommé comme administrateur de la liquidation. Et le mec commence à se plonger dans les comptes. Attends, le type, il a de l'expérience. Ouais. Je crois. Il en a vu. Non, il en a vu. Il a fait Enron. C'est lui qui a liquidé Enron. C'est lui qui a analysé les comptes de Enron. Donc là... Bon, là, on a quand même affaire à un professionnel, quoi. Oui, mais il doit pas être tout jeune, alors. Non, il n'est pas tout jeune, mais il a de l'expérience. C'est surtout ça qui compte, là, dans ce domaine-là. Et le type, il dit, de ma carrière, de ma vie, j'ai jamais vu ça.
En fait, ils n'ont jamais tenu strictement aucune comptabilité. Aucune. C'est-à-dire qu'il y avait de l'argent qui rentrait, ils mettaient ça dans un panier. Il n'y avait pas un conseil d'administration, il n'y avait pas des actionnaires. Le conseil d'administration, c'était la Xbox. Mais il n'y avait pas des actionnaires, il n'y avait pas un conseil de surveillance. Si, ils le faisaient via Zoom. Puis ils étaient aux Bahamas. Ah oui. Il n'y a pas de conseil de surveillance non plus. C'est comme faire un conseil d'administration en Guadeloupe, au bord de la mer, ça ne fait pas sérieux. Tant que si vous faites un conseil d'administration à Dunkerque, là, c'est sérieux, ou à Amiens, voilà. Mais c'est triste. Voilà, c'est triste, mais en Guadeloupe, avec le rhum, etc., alors qu'il plus est aux Bahamas... À Nassau, oui. le Blue Nassau, vous savez le cocktail là je ne connais pas. Si, c'est bleu, le Curaçao. Ah, Curaçao. Le Curaçao, oui, ça vient du Nassau. Ah, ça vient de Nassau. Ouais, voilà. Donc là, vous avez l'image. Et donc déjà, à la base, une société qui est immatriculée aux Bahamas, déjà, ça pue. Ouais. Par définition. Bah oui. Aujourd'hui, vous avez des sociétés de crypto, les mêmes. Oui, Binance. Binance, ils sont un peu mal. Hein. Oui, alors Binance, c'est la première. Il y en a plein. En fait, il y en a plein parce qu'ils avaient tous. Kraken. Kraken. Ouais, mais enfin, non, parce qu'en fait, il y a un certain nombre de. En fait, tous ces gens avaient des participations croisées. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, littéralement, le monde de la crypto a volé dans les airs. Parce que ça, c'est le scandale, en plus de tous les autres scandales. C'est pas le premier piratage, hein. Ouais. Ne l'oubliez jamais. Mais Binance, c'est au Caïman. Les Caïmans. Les Cayman Islands. Attends, il y en a qui sont aux Seychelles. Ah oui. Ils sont aux Seychelles. Ouais, allez-y aux Seychelles. Récupérez votre argent quand ils vont déposer le bilan. Il n'y en avait pas. Vous avez déjà pour 3 000 € rien que pour le billet d'avion, quoi. Ouais. Est-ce qu'à votre avis, ça va compromettre la... Alors attends, c'est pas fini. Le jour de la faillite, le jour où FTX se met à faillite, le soir même, il y a 600 millions de dollars qui sont volés, qui disparaissent. On ne sait pas. Ouais. Ah, c'est Mandrake. Et le commissaire au compte, il l'a pas vu, ça Si, il l'a vu. Non, mais il l'a vu. Non, mais c'est tout à fait incroyable, quoi. Mais ça, c'est pour payer les frais d'avocat. Donc, c'est une blanchisseuse pour le Parti démocrate, effectivement. Ouais. Pour l'Ukraine, mais ils ont niqué tout le monde. C'est-à-dire, aussi bien les partis démocrates que les Ukrainiens, et surtout les 5 millions d'utilisateurs. Attends, il y a un trou de 9 milliards, ils n'ont que 1 milliard de... Il y a 8 milliards qui ont disparu. 0,8 milliards de vraies liquidités. Oui, 1 milliard, on arrondit à 1, parce que j'ai vu Bloomberg ce matin, ils disent 1. Bon, mais ce sont les fonds propres, ça. Oui, c'est des liquidités, c'est-à-dire quelque chose qui peut être monnayé tout de suite. Ouais. Hein, voilà. Pour rembourser les clients, mais ça ne pourra pas rembourser. Tiens, là, je vous montre ça, c'est pour le montage. Mademoiselle Freud. C'est Caroline, ouais. Caroline, c'est Caroline Capital. Alors, elle a fait une... Attends, mais c'est ça qui est génial avec ces jeunes. C'est que nous, quand on fumait un joint, on se planquait. Oui. Vous voyez ce que je veux dire ? Bien sûr. On se planquait, quoi. Alors, elle fait un tweet, et rien de tel qu'une bonne amphétamine dès le matin pour que vous appréciez la vie et à quel point la vie humaine sans drogue est totalement stupide. Je te jure, c'est ça. Oui, mais ces gens-là sont véganes. Non, mais moi j'ai écouté. Oui, ils sont tous véganes. Ils ne veulent pas manger de viande et ils se. Mais ils sont défoncés. Ah, mais ça, c'est la Californie. C'est-à-dire que vous allumez une cigarette, tout le monde vous regarde comme un criminel. Ouais. Et vous allumez un joint, tout le monde le regarde, bravo. Oui, non, mais tout est inversé. Hein. Ouais. San Francisco, tout est inversé. Ah oui. À San Francisco, tout est inversé. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, si vous êtes un travesti à San Francisco, un vrai travesti, j'entends, vous bénéficiez d'un salaire gratuit. C'est-à-dire, ils vous payent genre 1 600 $ par mois. Parce que vous êtes travesti. Et parce que vous avez du mal à vivre avec vos... J'ai vu ça il y a 2 jours sur Bloomberg. Voilà. Donc, entre les travelots, les woke, les machins, les crypto-monnaies... Non, mais... franchement, écoutez, je vous assure, moi, ça fait... J'ai 40 ans de journalisme derrière moi. Oui. Je trouve que tout ce qu'on voit maintenant, ça dépasse totalement... C'est-à-dire que les affaires que le Canard enchaîné, par exemple, sortaient dans les années 80, 90, même 70... C'est de la roupie de Sansonnet. Mais
mais les mecs, c'est des enfants de cœur. Oui. Mais c'est des enfants de cœur. Le maire qui donnait un permis de construire à son beau-frère pour faire un immeuble, et le mec se retrouvait à la une du Canard enchaîné. Mais alors là, il y a Zelensky, le Parti démocrate, ça devrait faire la une du Monde, ça devrait faire la une du Parisien libéré. Rien. C'est comme le Crédit Suisse, ou rien. On vous parle de tout et de rien. Il faut noyer le poisson. Voilà, c'est très important. Voilà. Et donc aux Bahamas, c'est très pratique de noyer le poisson. Il n'y a que ça. Alors, vous vous rendez compte? Ce monde des crypto-monnaies est-il... La crypto-monnaie en elle-même est-elle compromise par cette affaire? Oui, complètement, bien sûr, elle est totalement compromise. Bien sûr. Pour moi, le seul Bitcoin a vraiment de l'intérêt parce que le nombre de Bitcoin émis est limité dans le temps. Point barre, voilà. Bon, là, au moins, il y a véritablement un effet de rareté. Et c'est clair. Après, si vous voulez, on bascule dans le monde de la monétique, des comptes. Enfin, ça devient, c'est tout et n'importe quoi. Oui. C'est la preuve. Regardez Dogecoin par exemple. Elon Musk qui avait lancé le Doge, parce qu'il avait un chien de, je sais plus comment. Le Dog. Non, pas le Dog, le Doge. Enfin, le Monkey. Non, c'est un autre truc. On va le voir derrière nous. Ouais, bref, il lance le truc, paf, la valeur est montée tout de suite, et puis ensuite elle est redescendue. Oui, mais il avait été approché par Bankman. Bankman, il a pris ses distances. Musk a tout de suite vu qu'il avait affaire à un dingue et un mec qui ne savait même pas ce qu'il faisait, quoi. C'était clair. Parce que Elon Musk, il connaît son sujet. Il connaît véritablement son sujet. Alors que là, Bankman-Fried, on voit qu'en fait, ils sont complètement à côté de la plaque, quoi. C'est une immense escroquerie. Voilà, tout simplement. Quand le PDG de Binance qui a voulu le sauver, il a vu les comptes, il a dit putain, c'est du Wagner, quoi. C'est l'apocalypse. L'apocalypse. C'est Wagner. Wagner, oui. La charge des Valkyries. Ah oui, d'accord. Je vois les positifs, négatifs. Là, il s'est dit non, c'est pas possible. Pourtant, même eux, ils sont assez allumés, mais ils sont droits dans leur compte, enfin, pour l'instant, en tout cas. Donc, Bankman ne finira pas en prison? Ah bah écoutez, pour l'instant, il est en liberté, alors que normalement, il devrait être en tôle déjà depuis longtemps. Ou il ne finira pas non plus, comme Stavisky, d'une balle tirée à bout portant. Non. Vous savez, moi j'ai toujours dit à mes lecteurs, à nos spectateurs, j'ai toujours dit les cryptos, c'est Las Vegas. Vous en êtes la preuve. Ah oui, j'en suis témoin. Et j'ai toujours dit parce que Las Vegas, on a l'idée des bandits manchots. Hein, voilà. Oui, voilà, donc c'est le bandit manchot. C'est le bandit manchot, voilà. Donc vous avez de la chance, si vous avez la chance, vous décrochez le gros lot, effectivement. Mais tout le reste, non, vous perdez. C'est une démonstration nouvelle. Alors Pierre, nous allons faire un changement complet de sujet, puisque vous nous revenez de Turquie. Et j'aimerais que vous nous parliez un petit peu de la Turquie, parce que on nous dit dans la presse européenne et américaine que la Turquie, c'est une catastrophe, parce qu'elle est affectée d'une inflation terrible, qui n'a rien à voir avec la nôtre. On est à 12% pour les produits alimentaires en France. Et vous êtes allé voir sur place. Alors, non, parce que j'ai vu monsieur Bompard, donc le PDG du groupe Carrefour. Oui. Je ne crois pas qu'on puisse dire aux Français aujourd'hui que l'inflation est en train de se calmer. On le voit dans votre panier, on le voit de manière plus générale. L'inflation alimentaire, elle est autour de 12%. C'est 2 fois le niveau de l'inflation générale. Et quand on est sur les produits frais, elle est à 17%. C'est le produit de l'explosion du prix des denrées agricoles, guerre en Ukraine et crise climatique. Donc elle est là, elle est forte, elle est durable. On voit peut-être une petite accalmie qui est liée au fait qu'il y a des produits qui ont explosé, parce qu'à l'intérieur des fameux 17 sur les produits frais, ça a pu aller jusqu'à 40% sur les œufs, à 40% sur les pâtes, à 40% sur la viande surgelée de bœuf. Donc on voit une petite accalmie, mais elle est là, elle est forte. Et durable. Voilà, donc Alexandre Bompard de Carrefour, comme Michel-Édouard Leclerc, du magasin du même nom, disent qu'effectivement, ils ont vu les augmentations sur les produits alimentaires de plus de 40%. Ouais. Voilà. Alors que l'INSEE vous dit officiellement 6. Mais non, mais c'est un mensonge, je veux dire, tout le monde le voit. Je suis même surpris, si vous voulez, que le PDG, enfin le président de l'INSEE ne se soit pas suicidé de honte. Hein, littéralement.
de prendre les Français pour des bips à ce point-là. C'est quand même terrifiant. Je veux dire, ils nous prennent vraiment pour des imbéciles. Des bips. Mais voilà. Et on disait en Turquie, en Turquie, la monnaie ne vaut plus rien, ils ont une inflation de 100%. Dites-nous tout ça. Alors je me suis dit, bon, je vais aller voir. Ouais. Je vais aller voir comment on vit dans un pays où il y a une inflation à 100%. Et je peux vous dire que rien ne vaut le terrain. Alors vous allez voir un certain nombre de graphiques derrière nous. Hein, c'est le reportage Istanbul. Et c'est quelque chose de très important parce que la Turquie est littéralement détruite toujours par la même officine la CIA. Par la CIA, bien sûr, parce qu'ils veulent empêcher Erdogan d'être réélu. Voilà. Ça a commencé avec l'affaire de l'espion de la CIA que Erdogan avait jeté en prison. Branson, le pasteur Branson. Qui était en prison, en effet. Exactement. Et donc, il ne voulait pas le rendre, bien que de Trump, etc. Enfin, et ils se sont dit, bon, comment est-ce qu'on peut faire... comment peut-on faire chanter Erdogan en attaquant sa monnaie? Et donc, ils ont attaqué la livre turque. La lira. Voilà, la lire. Alors, vous avez tout le reportage, hein, j'en ai plusieurs. Et au bout de 3 jours, Erdogan a libéré le pasteur Branson. Voilà, il l'a libéré. Donc, et à partir de ce moment-là, il y a un règlement de compte entre la CIA, la Maison-Blanche et Erdogan. Hein, c'est-à-dire que Erdogan, il a acheté des missiles S-400 russes. Russes. Il y a l'affaire de la Syrie, où il embête les Américains. Enfin bon, bref, il y a une mésentente totale. Si je peux me permettre, Pierre, d'ajouter une dimension géopolitique, n'oubliez pas que Istanbul, c'est la sublime porte, la porte de la mer Noire. Et géopolitiquement, c'est là que passent tous les navires, militaires ou civils, les livraisons de blé, et que l'Amérique, évidemment, est comme au XIXe siècle. C'était mon reportage d'il y a un an. Voilà. Est intéressé sur le Bosphore. Voilà, par le Bosphore, par le contrôle des détroits. Alors, je peux vous dire... Ça nous remet dans une ambiance Napoléon III. Ah, mais complètement. Je peux vous dire que... d'ailleurs, l'hôtel dans lequel j'avais résidé il y a un an pour mon reportage précédent, c'était effectivement enfin, c'était pas Napoléon III, mais les troupes françaises y avaient demeuré. Oui. Voilà, en 1920, je crois, de mémoire. Je peux vous dire qu'en comparaison, le trafic maritime du Bosphore est 1/10 de 10% de ce que j'ai vu il y a un an. Un an et demi. 10%. C'est-à-dire que le Bosphore, c'était une véritable encyclopédie maritime. Oui. C'est-à-dire que vous voyez tout, des sous-marins, des corvettes, des des trucs, vous ne savez même pas que ça existe. Hein, des céréaliers. Voilà, de tout, les gaziers, la totale. Les vraquiers, de tout. Y compris le mec qui rame. Le mec qui rame à côté d'un espèce de building. Enfin, c'est assez fascinant. Bref, je suis allé donc à Istanbul. Je me suis dit, bon, il paraît qu'ils sont tous en train de crever de faim, que les gens font la queue pour manger, etc. Comme en France, hein, je rappelle. Hein. Vous avez lu mon reportage? Oui, absolument, j'ai vu. Avec passion, parce que je connais ce pays aussi. Bah oui. Et je peux vous dire que les Turcs vivent bien mieux que les Français. Voilà. Pour une raison très simple, alors on va le résumer parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais je vous invite à regarder ce reportage, vous allez trouver le lien parce qu'on a tout ça, mais on ne peut pas aborder tout ça, malheureusement. Tiens, selon la presse européenne et américaine, la dévaluation de la livre turque est le signe absolu qu'il n'existe aucune différence entre la Turquie et le Venezuela ou le Zimbabwe, hein, oui. Voilà. Dont les monnaies ne valent plus rien, que le pays est à la dérive, que la population meurt de faim et que dans toutes les villes, des hordes d'affamés attendent dans des files interminables une soupe populaire gratuite. Voilà, moi c'est ce que j'ai lu depuis 3 semaines, là, etc., à cause de l'inflation, 100%, etc. Voilà. Et je ne sais pas ce que vous avez vu. La presse française montre du doigt Ankara et Erdogan en disant « Ne vous plaignez pas, en Turquie, la monnaie ne vaut plus rien, au moins notre euro, lui, tient la route ». Alors, réflexion pertinente... Pour l'euro... Non mais, le cours de l'euro versus livre turc, il n'y a pas photo. Hein, donc oui, bon, j'entends. Voilà. Donc, réflexion pertinente, je me suis dit que j'allais me retrouver dans un pays détruit, exactement comme... ce que j'avais vu en Grèce en 2009, 2010, 2012. Voilà. Une fois de plus, voilà, mes chers lecteurs, spectateurs, force est de constater que la Turquie est une sorte de miroir inversé de la France. D'un côté, une monnaie qui perd son pouvoir d'achat à grande vitesse, et de l'autre, une monnaie jugée solide, mais avec une inflation similaire. En d'autres termes,
Et pour simplifier, ce reportage avait pour but de documenter dans le cadre donc de cette revue de presse économique la bataille entre monnaie solide versus monnaie dépréciée. Et au passage, qui sont les vrais gagnants et les tristes perdants, les Turcs ou les Français? Voilà. Eh bien, je peux vous dire très sincèrement que notre problème vient d'un monsieur qui s'appelle Jacques Delors. Oui. C'est-à-dire qu'en Turquie, ils s'en foutent d'avoir... Alors, ils ont des problèmes, hein, comme nous, après le Covid, qu'on soit bien d'accord, hein, la vie n'est pas toute rose. Et puis, il ne s'agit pas de défendre forcément le régime d'Erdogan, c'est pas la question. Moi, je ne parle pas de régime, là, je parle d'économie. C'est exactement. Voilà, je parle d'économie et je suis sur le terrain. Voilà. Et je peux vous dire que les salaires des Turcs, eux, ont suivi l'inflation. Or, les salaires des Français n'ont pas suivi l'inflation. Ils n'ont pas suivi l'inflation depuis 1985. Oui, 85 ou 86. Donc les Européens sont les grands perdants et les Français en particulier dans cette affaire de l'euro. Et là, je l'ai touché du doigt parce que d'un côté, si vous voulez, les Turcs ont une monnaie qui ne vaut plus rien. Enfin bon, mais en tout cas, tout le monde la prenait, hein, la monnaie, hein, les billets là, que j'utilisais, tout le monde le prenait. Et, voilà, personne ne me disait, j'en veux pas. Non. Voilà. Ouais, je n'ai pas vu de manifestation, aucune manifestation. J'ai posé la question à tout le monde. Aucune manifestation contre la vie chère, contre l'inflation, pour la hausse des salaires, etc. Rien, nada. Alors qu'en France, on a ça depuis 4 ans. Ouais, mais c'est parce qu'en Turquie, ils n'ont pas de gilets jaunes. Si, ils ont des gilets jaunes dans la voiture, mais... vous avez compris. Oui, j'ai compris. Mais attends, je me suis dit, mais attends, où est le problème? Les cafés étaient blindés, les restaurants sont blindés. Tout était blindé, il y avait du monde partout. Alors qu'en France, moi je regarde là à Paris ou à Lyon, etc. Je vois il y a personne, il n'y a pas le monde en terrasse comme avant. C'est clair, il y a une cassure nette. Oui, il n'y a pas un risque quand même que ça devienne comme au Liban, par exemple Alors oui, il y a une libanisation, il y a un risque de... D'ailleurs, la Turquie allait vers la libanisation, c'est-à-dire la fameuse loi de Gresham. Oui, Gresham, la mauvaise monnaie chasse la bonne. Exactement. C'est bien connu. C'est-à-dire que quand vous êtes à l'hôtel, alors on me l'a fait, hein, à Istanbul, on me l'a fait à Beyrouth. Hein. Ouais. Vous voulez, avec votre carte, vous voulez payer en euros ou en livres turcs, hein, ou en livres libanaises, hein, voilà. Et là, on me l'a fait. Donc, vous voyez, alors que personne ne vous demande ça en France ou aux États-Unis. À New York, on ne vous demande pas, vous voulez payer en livres turcs ou en dollars. Vous voyez un peu l'idée. Oui. Donc, et à un moment donné, ils allaient vers la libanisation de la monnaie, effectivement. C'est-à-dire que tout le monde voulait des dollars et des euros, mais... Erdogan, ils ont fait passer une loi comme quoi, même si vous avez des dollars, vous êtes obligé de les transformer en lire turc, ce qu'ils n'avaient pas au Liban. Oui. Voilà. Ce qu'ils n'avaient pas au Liban. C'est une des dispositions du contrôle d'échange que nous avons pratiqué jusqu'aux années 80, hein, en France. Hein. Oui, tout à fait. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que je l'ai vu de mes yeux, et je vous invite tous et toutes à y aller. Allez voir vous-même. Allez voir attendez, quel que soit le quartier où vous allez, les restaurants sont blindés. Oui. Il n'y a pas de place. Je ne sais pas si vous réalisez, il n'y a pas de place. Vous êtes obligé d'attendre éventuellement qu'une table se libère. Enfin, j'exagère un peu, mais pour un pays en crise, pour un pays où les gens sont censés crever de faim parce que la monnaie ne vaut plus rien, je peux vous dire que véritablement, la grande escroquerie se trouve en Europe à cause de la déconnexion du fait que les salaires, ne sont pas raccordés à l'inflation. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, techniquement, on devrait tous être augmentés de 20%. Au moins. Bah voyons. Mais oui. Oui, bien sûr. Mais pour suivre l'inflation, enfin, je sais pas, c'est la moindre des choses. Parce que là, le gouvernement européen, ils vont vers une catastrophe quand même. Hein. Ah, certainement, je l'admets parfaitement. Je vous donne un juge de paix. Un juge de paix que tout le monde va comprendre. L'or. Non, le taxi. Ah, d'accord. Vous savez, le compteur qui tourne. Le compteur du taxi. Voilà. J'ai posé la question à un chauffeur de taxi à Paris, j'ai posé la question également à Lyon, mais ils m'ont tous dit la même chose. Ils ont été augmentés une fois et de 20 centimes, ou de 10 centimes, là en France. Ouais. En Turquie, donc, leur compteur a changé, rien que cette année, il a changé 4 fois. Ah oui. Donc oui, ils suivent l'inflation.
Ce qui fait que les gens, mais ils se disent, oui, on a plus. Alors, les gens me disaient, mais il y a beaucoup plus d'inflation, etc. Erdogan, on n'en peut plus, il faut le virer, il faut du changement. Peu importe qui va venir, parce que quand une monnaie est en train de perdre de vitesse, c'est un vrai problème. Mais c'est les Américains qui sont en train de le détruire. Oui. L'endettement de la Turquie est de 40%. L'endettement des États-Unis est de 140%. Et c'est la livre turque qui devrait être plus chère que le dollar. Attends, vous êtes d'accord avec moi? Vous étiez prof d'économie. Vous formiez les gens pour HEC, pour les entrées d'HEC. Absolument. Mais bien sûr. Mais le problème, c'est que le roi dollar privilège d'exterritorialité et le FCPA. Savez-vous combien de bases militaires les Américains ont dans le monde? Je crois que c'est 180. Oui. Dans 180 pays. Oui, bien sûr. Voilà ce qui donne la force au dollar. C'est parce qu'ils occupent tous les pays. L'Italie, Bruxelles, machin, vous savez ce que c'est que la définition d'une monnaie optimale? Dites-moi. Une monnaie optimale, c'est pas une monnaie qui est fortement assise sur l'or, puisqu'on sait que depuis 1971, elle n'est plus sur l'or. Oui. C'est une monnaie qui est dans une île. L'Amérique est une île. C'est une monnaie qui a une thalassocratie, le pouvoir maritime. Oui. C'est une monnaie qui a une armée puissante. Oui. Et c'est une monnaie qui a des moyens, le FCPA, Foreign Corruption, je ne me souviens plus, Act. C'est ce qui permet de s'emparer d'un certain nombre d'entreprises au titre de la prétendue corruption. Et plus ça fait une monnaie, le dollar. Et par comparaison, évidemment, l'euro n'a ni armée, ni insularité. Ni flotte maritime. Voilà. Le ducat Venise. Venise. Le meilleur exemple, Venise. Voilà. Le ducat vénitien. Ouais. Venise, la République de Venise a duré 600 ans, donc jusqu'à ce que Napoléon aille leur voler l'Europe, on en a déjà parlé. Voilà. Mais c'était leur puissance maritime et c'était leur pièce d'or. Bien sûr. Et que font-ils en Turquie? Ils vont acheter des pièces d'or tout le temps. Tout le temps, ils achètent des pièces d'or. Dès qu'ils ont exactement, dès qu'ils ont du cash, ils disent tiens, je vais acheter la pièce d'or. Tout leur épargne passe en pièces d'or. Et c'est ça l'autre monnaie. C'est-à-dire que voilà. Mais c'est ça le juge de paix en réalité. Oui, c'est aussi ça le jeu. C'est surtout ça. Oui, il y a un article là-dessus d'ailleurs. Or et argent dans un pays où la monnaie perd sa valeur. Donc ça, c'est du 14 au 18 novembre. Voilà. En fait, ils ont une vieille habitude des périodes d'inflation. Les années 70, 80 puis 90 leur ont appris de génération en génération comment se protéger contre la folie de la Banque centrale. Voilà. Donc, vous allez retrouver tout ce reportage sur quotidien.com. Ouais, c'est là pour le coup, c'est dans l'onglet reportage. Voilà. Pierre, donc c'est pour important. conclure, vous avez quelque chose à ajouter pour votre défense? Écoutez, moi, en tout cas, je défends, pour le coup, le parti pris d'Erdogan. Alors, je ne parle pas de politique, je parle économique, qu'on soit bien d'accord. Parce que, effectivement, les Turcs, leur salaire est indexé à l'inflation. Ce qui fait qu'il n'y a pas de mouvements sociaux. Il n'y a pas de grève. J'ai pas vu de gens faire la queue comme ici au Restaurant du Cœur. L'autre jour, j'étais dans une ville, je voyais vous savez, les panneaux, l'affichage municipal. Pour les Restaurants du Cœur, c'est ouvert de temps à temps. Wow. Habituellement, je voyais le concert symphonique samedi prochain de telle heure à telle heure, mais pas un appel aux pauvres, venez manger gratuitement, quoi. Sans compter que les Restaurants du Cœur manquent de ressources. Oui, en plus. Mais de toute façon, il y a une montée de la pauvreté absolument colossale en ce moment. En France, et c'est à cause de l'euro. D'une part, l'inflation, et en plus, ils sont en train d'imprimer comme des malades. Jean-Pierre Chevalier a montré, dans son analyse des banques turques, qu'elles sont extrêmement bien gérées, et deux, que la Banque centrale turque n'a absolument pas utilisé la planche à billets. Voilà. Donc c'est quand même incroyable, quoi. Je veux dire, là, c'est le monde à l'envers. Mais tout est à l'envers. Je veux dire, c'est le monde Vogue, vous avez des... Tout est à l'envers aujourd'hui. Ce qui veut dire à vous entendre, d'ailleurs, c'est qu'en réalité, l'inflation turque n'est pas de même nature que l'inflation européenne. C'est pas la même structure, c'est pas la même nature.
Non mais attendez, c'est deux mondes. Attendez, Olivier, attendez, c'est deux mondes qui sont maintenant totalement différents. Nous, on est dans un monde où nos salaires ne sont pas indexés à l'inflation, donc ce qui fait qu'on est progressivement étouffé et étranglé. Je vous rappelle, le Parisien libéré, il a titré il y a 2 mois, 60% des Français sont à 10 € près lors de leurs courses. 10 € près. Je ne sais pas si vous réalisez. Et on a découvert le 15 du mois. Oui, ça... Non, mais c'est très très grave. Donc voilà, enfin je sais pas, moi voilà, donc si vous voulez passer vraiment un Noël ou une nouvelle année vraiment originale, direction Istanbul, sur le Bosphore, c'est quand même merveilleux. C'est merveilleux. Magnifique. Non mais c'est vraiment, c'est romantique, c'est d'une beauté. Et puis là on touche les mystères de l'Orient, c'est clair. Oui. Mais vous avez aussi la Grèce d'Orient, vous avez aussi l'Anatolie, allez à Konya, allez au Tichar, c'est... Le grand bazar d'Istanbul, et toute la partie où les Turcs vont acheter de l'or est totalement fascinant. Moi j'ai jamais vu ça. À Paris, vous avez des trucs de sécurité. Les mecs, ils sont là avec des camions blindés, le pistolet, ils sont prêts à dégainer, etc. Là-bas, ils sont là avec un caddie. Alors, ils ramassent l'argent et puis ils se promènent avec un caddie et puis ils vont à la banque. Il y a 2 types comme ça, ils poussent, c'est complètement nonchalant. Il y a une sécurité absolue en Turquie qui est... moi, la Turquie aujourd'hui, c'est la France des années 70. Je vois ce que vous voulez dire. Oui. C'est vraiment ça. C'est la tranquillité. Voilà. Mon cher Pierre, ce sera une conclusion. Alors, conclusion, je donne rendez-vous à Volvic. Ah oui, vous allez à Volvic. Je vais retrouver tous nos lecteurs et spectateurs à Volvic. Mais il vaut mieux aller à Bordeaux. Le 3, ouais. Oui, de l'eau. Et à Paris, alors je ne sais plus si c'est le cas. On va voir les dates derrière nous. À Paris, je crois que c'est le 12 ou 15 décembre. On va voir les dates. Pour bien terminer l'année. Ah oui, non, parce que moi j'adore retrouver nos lecteurs. Et d'ailleurs, nos spectateurs, comme vous avez pu voir les photos, vous saluent. Voilà. Ils adressent vos... une fois, on s'est trouvés ensemble à Saumur. Exactement. Là, c'était grandiose. La dame n'avait jamais vu autant de monde. Non, mais c'est extraordinaire de retrouver vraiment nos... Parce que n'oubliez pas, nous, on a un socle, on a de l'écrit. Voilà. Oui. C'est très important de comment... Vous avez beaucoup de gens qui parlent, etc., mais ils n'ont rien, ils n'ont jamais rien écrit. Donc c'est une sacrée différence. Ah, bien sûr. C'est pour ça que je peux aussi demander à nos téléspectateurs d'aller lire les articles que je publie sur Politique Magazine. Exactement. Et qui sont en marge du travail que nous faisons sur TV Liberté. Chers téléspectateurs... Non, mais attendez, il faut comprendre, si vous voulez, que nos analyses comme ça, en fait, viennent d'abord du fait qu'on ait écrit tout ça. Oui. C'est une différence fondamentale. On est allé voir des sources. On a critiqué les sources, on les a confrontées et on a exploré ces sources. On les a mis parfois en contradiction. On va sur le terrain. Et en plus, vous allez sur le terrain. On va sur le terrain. Un terrain sympathique. Vous êtes allé à Sainte-Sophie ? Oui, je suis allé. Moi, je n'aime pas du tout Sainte-Sophie. Je trouve ça très décevant. D'abord, c'est plus Sainte-Sophie. Ah bah non. Ils ont enlevé. C'est pour ça que il ne faut pas oublier que quand ils ont envahi Sainte-Sophie, ils ont arraché tous les manuscrits illuminés. Oui. Ils en ont fait un usage que je ne pourrais décrire ici. Oui. Donc voilà. Donc il n'y a plus rien. Sainte-Sophie n'a aucun intérêt. Heureusement d'ailleurs que Erdogan l'a retrouvée en mosquée parce qu'au moins elle sert à ça. Parce que sinon, la mosquée bleue, oui, c'est magnifique. Ouais, non. Belle, ouais. Mais c'est pas les mosquées. Franchement, Istanbul, c'est le Bosphore. Ouais. C'est voir tous ces bateaux. Et encore, bon là, on voit pas tous les navires. Quoique, moi, je me suis réveillé le matin. J'avais parce que c'était l'anniversaire de la mort de Atatürk. Moi, j'ai une grande admiration pour Atatürk, pour ce qu'il a fait. Et Erdogan, moins. Erdogan, il défend son peuple contre tout le monde. Et surtout contre les Américains. Il ne fait pas la politique d'Atatürk, quand même. Ah bah non, il est plutôt islamique. Il va vers une finance islamique. C'est pour ça qu'il veut que les taux soient très très bas. C'est pour ça qu'il a licencié plusieurs gouverneurs de sa banque centrale. Oui. Parce qu'il je sais pas, il est obsédé par la finance islamique, qui est une hypocrisie pure. Oui. Mais en tout cas, j'ai jamais vu autant de gens mécontents d'Erdogan, là, pour le coup. C'est la première fois. Les élections ont lieu au printemps 2023. Mai-juin, et ça va être quelque chose, parce que les Américains vont mettre les bouchées doubles pour détruire la monnaie, pour qu'ils dégagent. Voilà comment les Américains s'immiscent dans les élections. Mais c'est eux qui accusaient les Russes de s'être immiscés dans les élections de Trump. C'est quand même incroyable. Ouais. C'est vraiment des pourris, quoi. C'est incroyable. Cette fois,
Merci Pierre. Merci à vous Olivier, c'est toujours un plaisir de commenter l'actualité économique avec vous. Parce que vous êtes de l'ancienne école qui faisait du latin et du grec. Ah oui, en effet, c'est le cas. Et un peu d'économie, un peu d'histoire aussi. C'est très important. Un peu de littérature. Tiens, moi, il y a un livre qui m'a marqué, par exemple, c'est Pierre Gaxotte. Voilà, l'histoire économique de Pierre Gaxotte. C'est grand bonhomme. Et je suis j'essaie de retrouver le livre de Pierre Gaxotte. Alors, beaucoup de gens disaient non, Pierre Gaxotte était un collabo. Non, il n'a jamais été collabo. Au contraire, il était résistant. Voilà. Voilà, en tout cas, aujourd'hui, on a Picsou Magazine. Je peux plus dire. Pierre Gaxotte n'est plus réédité, c'est dommage. Ouais. Bon, une pensée à Karl Marx et à Karl Barks. Il y a Karl Marx. Pour Picsou.